ça va rester assez basique, hein. Comme l'a dit Oz, on va présenter les différents types de drawdown. J'ai des petits schémas qui, j'espère, vont aider à clarifier le truc. Et on pourra effectivement discuter du type de drawdown le plus dangereux et pourquoi en fait c'est pas si dangereux que ça et comment on peut les gérer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je ne vois pas, Oz. Donc le drawdown, déjà, très important. Comment ça s'écrit? Parce qu'on voit tout et n'importe quoi. Donc voilà, le drawdown, qu'on va appeler aussi le DD. Alors qu'est-ce que c'est le drawdown? C'est tout simplement le solde minimum en dessous duquel un compte est perdu, est cramé. Donc on n'a pas le droit de passer sous ce solde-là. Ça se lit au niveau du solde et pas de la PNL. Donc, de regarder sa PNL suffit pas à savoir où on en est en termes de drawdown. C'est vraiment au niveau du solde, à l'inverse du daily loss qui, lui, est lié à la PNL du jour. Et une règle de base à bien se rappeler, c'est qu'un DD ne fait que monter, il ne descend jamais. Donc ça, je vais l'illustrer aussi avec certaines des slides. Donc il y en a peut-être d'autres, mais dans les propres firmes, en tout cas, on voit qu'il y a 4 types de drawdown principaux. Le statique, le fin de journée, EOD, vous allez voir EOD dans pas mal de sites web, etc. L'intraday, intra-jour, sur position clôturée, d'ailleurs, c'est peut-être plus français que close. Et l'intraday, intra-jour, sur position non réalisée. Alors les 4 fonctionnent de façon franchement différente et on va les voir rapidement. Alors le premier, le drawdown statique, c'est le plus simple à comprendre. Il bouge jamais. C'est très simple. Donc si on prend le solde, c'est la ligne rouge. On a le drawdown, la ligne bleue, le drawdown, la ligne rouge. Qu'on soit en train de regarder le PNL en intraday ou le PNL sur plusieurs jours, c'est bien simple. Il bouge jamais. Donc la seule façon de péter un drawdown statique, c'est que le solde descende sous cette ligne, qui est statique. Alors j'aurais peut-être pu le mentionner, parmi les firmes qui font ça, OZ-moi, mais il y a Blue Sky sur certains comptes. Blue Sky en Funday est systématiquement statique. Chez The Futures Desk, qui est une propre firme dont on vous parlera la semaine prochaine, on a le choix. Souvent, les comptes swing peuvent être en statique. Alors, c'est le plus simple parce qu'il suffit de savoir où il est, puis il n'y a pas besoin d'aller calculer qu'est-ce que j'ai fait dans la journée, réaliser, pas réaliser, machin, bidule. Il y a ce côté-là qui est pratique. Et l'autre avantage, c'est que dès qu'on se fait un espèce de matelas, bah, on a d'autant plus de drawdown tout de suite, sans règles, sans calcul, etc. Donc c'est probablement le plus simple et le plus confortable, on va dire, quel que soit le type de trading. Le drawdown fin de journée, alors qui est aussi un drawdown assez simple et assez simple à suivre, c'est que quels que soient les mouvements du solde en intraday, le drawdown fin de journée, tout ce qu'on fait, c'est comparer le solde du compte en fin de journée au solde de la session précédente. Donc dans le petit graphe, les lignes verticales, ça représente des jours. Donc on commence avec un solde, la ligne bleue, le drawdown, la ligne rouge. Jour 1, il se passe ce qu'on veut. Parce qu'on a fait un plus haut au niveau du solde, le drawdown va monter d'autant. OK? Jour 2, ce qui se passe pendant la journée, le fait qu'on fasse un plus haut ici, ça n'importe pas. Ce qui importe, c'est à la fin de la journée. Là, en l'occurrence, on n'a pas fait un plus haut, donc le DD ne bouge pas. Donc, parce qu'on a fait, alors c'est pas forcément un plus bas, mais parce qu'on n'a pas fait un plus haut, le DD ne redescend pas, le DD ne bouge, ne fait que monter. C'est ce que j'expliquais avant. Troisième jour, on remonte, on dépasse le plus haut précédent, qui est ici. Du coup, le DD monte d'autant. Donc, c'est relativement simple à suivre parce qu'il suffit de le regarder en gros une fois par jour. Et si on sait qu'on a un DD de 3000 $, par exemple, eh ben, il suffit de faire mon solde moins 3000. Si mon solde fait un nouveau plus haut, je sais que le DD est monté d'autant. Ok, donc encore une fois, l'importance et la différence par rapport à d'autres, c'est qu'on ne compare que les cercles. Et les cercles, c'est fin de journée. Quoi qu'il se passe pendant la journée.
À noter, j'aurais pu le marquer qu'en général, quand un compte est fin de journée, on a aussi un daily loss. Donc une perte maximum autorisée. Les deux vont souvent de pair. Parmi les firmes end of day, on va citer qui? L'exemple, c'est probablement Topstep, qui a du coup un daily loss. C'est chez The Futures Desk qu'on a le choix entre end of day. Chez Bullnox, c'est la fameuse différence entre l'option 1 et l'option 2. Donc l'option 1, c'est le trailing intraday qu'on va voir après. L'option 2, c'est le trailing fin de journée. Et à ma connaissance, il y a un daily loss aussi chez Bullnox. Donc très souvent, end of day va de pair avec un daily loss. Donc daily loss, perte max autorisée au sein de la journée. Un autre type de drawdown qui est plus rare, c'est le drawdown intraday sur position clôturée. Donc c'est à mon goût quasiment le plus équilibré, pas forcément le plus confortable, parce que l'intérêt, on verra pourquoi les firmes font ça, mais il y a un côté protection des gains, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des gains, on veut éviter que le trader fasse n'importe quoi et les dilapide, mais ce sont sur des gains réalisés, une fois la position clôturée. Donc là, les lignes verticales, ce ne sont plus des jours, ce sont des trades, ok? Mais c'est un peu le même principe que le fin de journée, sauf que c'est du fin de trade. Donc la même chose, on commence avec un solde sur la ligne bleue, un drawdown sur la ligne rouge. Ce qui se passe pendant le trade n'importe pas. Ce qui compte, c'est où est le solde une fois que le trade est clôturé. Donc là, on a un exemple où on clôture en faisant un plus haut. Du coup, le drawdown monte. Deuxième trade, un trade perdant, parce qu'à la fin du trade, le solde n'a pas fait un plus haut, le drawdown ne bouge pas. Troisième trade, qui part mal, mais qui finit par aller bien, et qui fait un plus haut par rapport au plus haut précédent, au niveau du solde, le drawdown monte. Ok, donc très simple, un peu le même principe que le fin de journée, sauf que c'est un fin de trade. Et enfin, celui qui terrifie tout le monde, qui est le plus répandu, le drawdown intraday sur gain non réalisé. Donc souvent perçu comme le moins juste, et comme je le mets pas à tort, mais. Et on reviendra sur le mais. Et en gros, ici, le DD ne bouge que si pendant un trade en cours, le solde du compte a passé un plus haut précédent. Donc la même chose avec juste un trade où on a l'ouverture et la fermeture du trade. Donc toutes les lignes au milieu, le trade est ouvert, on a la PNL qui monte, qui descend au gré des mouvements et des pullbacks, et le drawdown suit en temps réel sur le solde non réalisé, puisque le trade est toujours ouvert. Donc là, un exemple, on fait un plus haut, donc le drawdown monte, suit le gain. À partir du moment où ça redescend, comme on l'a vu, un DD, ça ne descend jamais, donc le DD reste stable. Et à partir du moment où on franchit le plus haut précédent, il se remet à suivre. Ok ? Ensuite, le trade descend, remonte un petit peu, et c'est là qu'il y a pas mal de confusion. Là, il remonte un petit peu, mais le drawdown ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas franchi le plus haut précédent. Donc, dans la descente, comme on l'a vu, il ne descend pas, il reste fixe. On regagne un peu, le drawdown ne bouge pas là, puisqu'on n'a pas cassé le plus haut précédent. Donc, il y avait de la confusion, et ceux qui l'avaient compris comme ça, effectivement, ça devait être l'horreur pour eux, le trailing end of day. C'est pas parce qu'on fait un petit gain ici que le DD bouge. Donc, on peut finir avec un trade dans le vert, ce qui est le cas ici, puisque à la fermeture du trade, on est plus haut qu'au départ du trade, mais par contre, on a perdu énormément de drawdown, parce qu'on a laissé beaucoup revenir. Et l'exemple de catastrophe, c'est quand on fait un gain non réalisé assez important, puis que le prix revient vers l'entrée. Si le retour est supérieur à la taille du drawdown, on grille son compte. Même si on finit, même si le trade et le solde est dans le vert, on peut griller un compte, alors qu'au total, on est positif. Alors, l'enfer du drawdown intraday sur gain non réalisé, point d'interrogation. Alors déjà, ça va beaucoup dépendre de qui et du style de trading. Parce que le gros danger du drawdown intraday, ce sont les retours. C'est quand on ferme pas au plus haut de la position, qu'on laisse le trade revenir. Là, on va perdre du drawdown.
Alors pour quelqu'un qui est un scalper qui va souvent sortir sur TP fixe ou qui va avoir des stop loss suiveurs assez proches ou qui va assez rapidement couper dès qu'il y a un retour, le type de drawdown, c'est juste hors sujet. Okay, quand on sort sur un TP, sur un ordre limite, le gain final va être le même montant que le gain maximum non réalisé. Donc, pour les spécialistes du terme, la MFE est nulle ou faible. Donc, vu qu'on n'autorise pas le trade à revenir, le drawdown, il va monter de l'équivalent du gain réalisé, en fait, puisque le gain réalisé va être égal au gain maximum non réalisé. Alors, le MFE, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est un terme qu'on utilise, c'est l'excursion favorable maximum. En gros, c'est de combien un trade est parti dans le vert avant qu'on le clôture. Donc, imaginons qu'on prend un trade, on laisse le trade monter à plus 100, puis il revient, et quand il est à plus 80, on ferme. On a fait 20 de MFE. On a laissé 20 dollars sur la table. Maintenant, pour un trader intraday qui trade lourd, et le lourd est important, tout retour ou pullback d'une position qui n'est pas clôturée va induire une perte de DD qui peut être significative, voire mettre le compte en danger. Donc si on entre à 5 mini et qu'on se prend un retour de 10-15 points sur le NQ, on va très sérieusement entamer son drawdown. Du coup, est-ce que les DD intraday sur gain non réalisé sont à éviter? J'ai envie de dire que si possible, oui, parce que c'est quand même le moins confortable des drawdowns, mais, alors là, c'est pas des pics, mais là, toi, tu vas pas laisser partir une position à plus 1000 revenir à 0, en perdant un tiers, voire un demi de ton drawdown, surtout si les 1000, ça représente, je sais pas, sur un compte à 50 000, un tiers de l'objectif. Donc, oui, autoriser des retours, c'est potentiellement problématique sur un compte intraday sur gain non réalisé. Mais avant qu'un retour entame le DV, faut quand même y aller fort, quoi. Donc en gros, là est la question à se poser en fait. Qui va trader si lourd que même un petit retour va mettre le compte en danger? Et en gros, en général, ça va être les gens qui gamblent leurs évals. Alors je mets no judgment, parce que gambler des évals, c'est aussi quelque chose que j'ai pu faire. Mais quand on entend des gens hurler sur le DD intraday sur gain non réalisé, c'est de l'arnaque, c'est un piège, etc. Moi, j'ai challengé pas mal de ces gens-là à m'envoyer des exemples de trades qui ont grillé le compte à cause du drawdown. Et on se voit que la raison du grillage de compte, c'est pas tant le drawdown que des positions complètement inadaptées à l'objectif. Après, les gens plus expérimentés savent ce qu'ils font. Donc, ils savent que sur un compte end of day, de rentrer lourd dans une période où il peut y avoir des pullbacks violents, genre l'Open US, ben, tu sais que tu prends un énorme risque. Donc, c'est à chacun de juger s'il doit le prendre ou pas. Mais le drawdown intraday sur gain non réalisé, en trading mollo-mollo, dédicace à Renault, ou en trading pépère, le drawdown, même s'il est intraday sur gain non réalisé, ne sera, je mets quasi, mais ne sera jamais le problème qui fait griller un compte. Parce que si on rentre, je sais pas, si on trade à 2, 3 micros et qu'on accepte un retour de 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars, on a souvent 2000, 3000 de drawdown. Donc c'est pas à coup de retour de 30 dollars qu'on va cramer un compte. Et du coup, petite pique, pas besoin de crier au loup. Coucou Zénith, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions négatives sur le fait que Zénith utilise ce type de DD-là. Après, si vous êtes quelqu'un qui gamblait un peu les évals, ben c'est peut-être pas pour vous. Mais pour tous les traders, je vais pas dire sérieux, parce qu'il y a des traders sérieux qui vont très fort en éval. Mais si votre objectif c'est de trader une éval proche de la façon dont vous allez trader en général ou un compte fundé, le DD intraday n'est pas un problème. Donc le verre à moitié vide de notre point de vue, c'est que le drawdown intraday, c'est une bonne façon pour une prop de faire foirer les évals.
Mais on a vu que ça, c'est vrai que pour les gens qui font vraiment du gambling, qui traitent très lourd en évaluation. Le verre à moitié plein, donc du point de vue de la propre firme, et c'est ce qu'essayait d'expliquer Tarek, même si c'était un petit peu maladroit, c'est une bonne façon pour une prop de vérifier les capacités de risk management et de protection des gains, parce qu'on parle très souvent de risk management, mais la protection des gains, c'est un vrai sujet aussi. C'est une bonne façon pour la propre firme de voir si le trader gère ces deux choses-là correctement et sérieusement. Et la blague d'ingénieur, je ne sais pas s'il a, mais ça c'était une dédicace à Renault, c'est que le verre n'est ni à moitié vide ni à moitié plein, il est 2 fois trop grand. Et ça, c'est le point que ose soulever. Une autre raison pour laquelle je trouve que les gens... Enfin, il y a beaucoup d'exagération sur les méfaits du drawdown suiveur intraday. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est temporaire. Parce que comme l'a expliqué, donc là c'est mal dessiné, j'aurais dû le faire comme l'autre, on fait des soldes, etc. Mais une fois que le drawdown a atteint, d'ailleurs j'aurais dû le mettre un tout petit peu plus haut, parce qu'en général c'est le solde du compte plus 100 $, le DD devient statique. Donc, ce qui veut dire que si on prend le cas d'un compte fundé, par exemple, eh ben, il faut se faire son matelas. Et une fois que le matelas est fait, la question du DD ne se pose plus. Donc, pour quelqu'un qui réfléchit à long terme, qui essaye de garder ses PA, etc., c'est pas un faux débat. Le débat reste là en début de compte, mais il disparaît assez rapidement, en fait. Alors, conclusion, et du coup, ça va faire assez court, mais de mon point de vue, il n'y a pas besoin de cauchemarder sur le DD suiveur intraday. Il n'y a pas de raison de ne pas aller chez une propre firme ou de ne pas prendre des options 1 chez Bullnox parce que les promos sont plus importantes, sauf si on est vraiment en mode gambling. Mais encore une fois, si vous êtes un trader, vous allez trader en micro, que vous décidez de travailler votre risk management, votre gestion des gains, etc., le DD suiveur intraday ne sera jamais un problème. C'est le type de DD le plus répandu et souvent le moins cher. Donc là, je remets Bullnox. Ben, c'est que sur l'option 1, il y a beaucoup plus souvent des promotions que l'option 2. Et encore une fois, si vous êtes un trader raisonnable, on va dire, je vois pas l'intérêt d'attendre la promotion tous les 36 du mois sur l'option 2. L'option 1 peut largement suffire. Ce type de DD demande une certaine discipline et ça demande aussi d'essayer de mettre en place des outils pour suivre où on en est. Parce qu'autant sur un end of day, c'est assez facile, on suffit de noter sur un petit carnet le solde, etc. C'est compliqué de suivre soi-même exactement où on en est avec un DD intraday sur gain non réalisé. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un plus haut sur un trade, il va monter. Donc là, c'est assez important, à moins que vraiment on ait beaucoup de marge parce qu'on trade à 2 micros et qu'un retour, c'est au maximum 20 $. Si on trade un peu plus lourd, c'est important d'utiliser pour les comptes rythmiques, par exemple, d'aller regarder et de bien identifier dans AirTrader Pro où se trouve l'indication, parce qu'elle est en général indiquée, et quand c'est disponible, alors ça va dépendre des plateformes et tout, mais de se trouver un add-on qui va le calculer en temps réel. Parce que si on trade un minimum lourd, c'est vraiment important de toujours savoir où on en est par rapport à son drawdown. Et là, c'était juste une espèce de conclusion, d'ailleurs j'en ai parlé ce matin. Je connais pas un seul bon, entre guillemets, trader pour lequel le type de DD est insurmontable ou est un problème. Moi, je serais... Le plus bel... Excuse-moi. Pardon, vas-y. Non, excuse-moi. Non, je disais, je serais curieux de connaître les stats chez les propres firmes de pourcentage de comptes cramés end of day avec daily stop. Après, sans daily stop, c'est pas pareil parce que t'as vraiment énormément de chances de valider ton éval. Mais la stratégie des propres firmes aujourd'hui, telle que moi je la connais, c'est que il y a des propres firmes qui vont vous faciliter, comme Take Profit Trader par exemple. Là, j'ai fait une vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Ils vont vous faciliter la validation d'évaluation via le end of day sans daily stop. Mais par contre, lorsque vous allez passer en PA, donc vous allez payer un frais d'activation, là, vous allez passer en trailing stop. Bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, c'est que vous pouvez retirer quand vous voulez, etc. Il n'y a pas forcément d'objectif à faire pour pouvoir retirer. Mais les propres firmes peuvent gagner plus d'argent en faisant en sorte que les gens valident leur éval, plus que en mettant des pièges pour pas qu'ils arrivent à valider leur éval. Il faut vraiment avoir une nuance et prendre de la hauteur aussi par rapport à tout ça. Les propres firmes sont toutes différentes dans la manière de vendre leur truc. Le drawdown, faut le prendre avec des pincettes, que ce soit dans une position ou dans l'autre, quoi.
Comme j'essaie d'expliquer, c'est rarement le drawdown la cause d'un cramage de compte. Encore une fois, il y a certains gamblers qui le font en connaissance de cause et qui acceptent que parce qu'ils prennent un compte de drawdown intraday et qu'ils chargent en position, ils acceptent qu'ils vont en cramer un petit paquet. Et c'est correct, mais on est dans l'optique un peu industrielle, quoi. C'est que je prends 2 évals, je sais que je vais en cramer une sur l'autre, une sur deux. Donc pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est pas tant le type de drawdown qui va être la cause que le fait qu'on prend des risques qu'on pourrait juger inconsidérés par rapport à l'objectif et au risk management. Sur Bullnox, prenez le cas de Bullnox tout à l'heure, entre l'option 1 et 2, je vous conseille vivement de ne jamais prendre l'option 2. Hein. Parce qu'en fait, l'option 2, tout ça c'est du marketing. Ils vont le mettre, ils vont donner des promotions beaucoup plus rares sur l'option 2 en disant que l'option 2 est mieux pour vendre un maximum d'option 1, en fait. Et du coup, parce que les gens veulent gambler. Et du coup, l'option 2, il y a un daily stop de 1000 et quelques. Donc du coup, si vous chargez autant que le gambling que vous pouvez faire sur le compte qui est pas cher, vous allez la cramer aussi facilement les balles en un 9 day. Ça c'est certain. Ouais, il y a du pour et du contre. Et là, je prenais juste l'exemple de Tams, pour lequel son type de trading n'était pas du tout adapté au trading intraday, parce que lui faisait de l'intraday justement, et il acceptait des retours phénoménaux. Mais qu'est-ce que faisait Tams? Tout simplement, pendant son éval et dans la construction du matelas, il tradait beaucoup plus petit. Il prenait des TP plus vite, il suivait ses stops de façon plus agressive pour pas être en danger par rapport au trading, et il attendait simplement de faire son matelas pour repasser sur son trading normal. Donc, et j'ai vu une question, donc je vais rebondir parce que c'est un peu la même chose. Richard qui parlait le trading intraday à large mouvement. C'est clair que c'est le type de drawdown qui s'y adapte le moins. Dans l'idéal, quand tu fais vraiment de l'intraday où tu vises 100 points sur le Nasdaq, tu es beaucoup plus confortable avec les 3 autres types de drawdown, c'est clair. Par contre, encore une fois, si ton but, et ça devrait être l'idéal de tout le monde, même s'il y a d'autres stratégies, mais c'est d'avoir un PA et de le tenir, et pendant l'éval, pendant le début du PA, tu sizes un peu moins, tu acceptes moins les gros pullbacks, et dès que tu as ton matelas, ça roule, quoi. Là, tu appliques ton trading pur. La stratégie de comment dire, de gambling entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, c'est d'enchaîner. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent en faisant ça, d'ailleurs on va avoir un témoignage bientôt. C'est pas du tout une version concrétique, mais ces gens-là savent ce qu'ils font et savent où ils vont aller. C'est-à-dire qu'il y a des propres firmes où ils vont pas aller, tout simplement. Et ils vont sélectionner leur propre firme pour vraiment tirer profit au maximum de ce que peut leur offrir la propre firme, mais ils ne regardent pas que les évals, ils regardent surtout ce qu'on leur propose après, quoi. Et parce que l'éval, c'est juste une étape, hein, c'est rien du tout. Et concernant les propres firmes, il y a certaines propres firmes qui vont mettre en avant un certain style de passage d'éval plus ou moins compliqué. C'est tout simplement leur stratégie pour avoir moins de filtres à faire par la suite, tout simplement. Hein. Y a pas de... Et moi, je vois qu'en analysant bien comment fonctionne la stratégie marketing des propres firmes et tout, on comprend tout de suite que il peut y avoir des mots utilisés pour vendre l'autre style de compte ou pour faire valider un maximum de monde les évals et ensuite les cramer sur les PA. Enfin voilà, il y a plein de stratégies. Il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ça et bien réfléchir où on va et pourquoi on y va surtout. Alors pour répondre à Benver, c'est vrai que l'idée de charger des évals, le end of day est pratique dans la mesure où si tu commences la journée raisonnablement et que tu t'es fait un petit matelas, tu peux utiliser ton propre matelas de la journée pour allumer plus. Encore une fois, le sujet, c'est pas. Je suis pas en train de dire que le drawdown intraday sur gain non réalisé, c'est bien. C'est le plus chiant de tous d'un point de vue trader. Mais c'est loin d'être insurmontable. Et c'est vraiment un danger pour le côté gambling. Et une des raisons pour lesquelles on voulait vous faire cette présentation, c'est que c'est vrai que les gens ont un peu hurlé sur Zenith et tout, et on voulait calmer les esprits, notamment des gens qui débutent
qui suivent une méthode à la mollo-mollo. Si vous faites du mollo-mollo, c'est-à-dire que du sizing limité, un risk management que vous essayez d'être en béton, le type de drawdown, c'est le cadet de vos soucis, quoi. C'est vraiment un des messages qu'on voulait faire passer. Pour les débutants qui traitent tranquille, le drawdown, c'est hors sujet. Alors, J, tu avais un petit rappel sur le DD statique. Tu veux qu'on te rappelle quoi? Parce qu'encore une fois, j'ai remis la slide du DD statique, mais alors c'est le plus simple. Tu as le drawdown qui est à un certain niveau et il bouge pas, c'est tout. Alors pareil, quand il y a drawdown statique, il n'y a pas toujours, mais il peut y avoir daily loss en plus. Par exemple, chez Blue Sky en Eval, donc dans la phase 1, il y a un daily loss. Par contre, une fois qu'on est en fundé, le drawdown est statique, il n'y a plus de daily loss et il bouge pas, tout simple. Ouais, et j'ai remis la slide du drawdown intraday sur position clôturée parce que moi, ce que je me demande quand même, c'est pourquoi plus de firmes l'utilisent pas. Je trouve que c'est super intelligent, que c'est une approche super intelligente parce que moi, je peux complètement entendre que la propre firme, surtout en vue où tu vas être fundé et chez FFL en compte live, la protection des gains, c'est un sujet. Et du coup, d'avoir cette protection des gains, mais sur des gains réalisés, ça me paraît vraiment équilibré et juste. Un bon compromis entre la firme doit protéger ses gains et pas faire un coup un peu tordu, on va dire, envers les traders. Encore une fois, tu laisses un trade partir à plus 1000, il revient à 0, ton drawdown ne bouge pas. Le DD statique de 500 $, donc j'imagine qu'on est un peu sur le même style que chez Lilou. Tu sais, le compte. C'est lequel? Comment il s'appelait ce compte là chez Lilou où t'avais 625 de drawdown? Ah, je me Je me rappelle rappelle pas. plus. Il y avait un Mais compte swing, je crois, avec 625 de drawdown. Et du coup, bah, c'est un stop fixe, donc ça peut être dans l'idéal, c'est vrai que c'est un bon compte. Toi, quand t'as 500 de drawdown, mais par contre, t'as pas intérêt à charger la mule parce que même avec 2 ou 3 micros, si tu sais pas prendre tes pertes, tu vas vite les atteindre les 500. Donc il faut vraiment être sûr de soi. Et est-ce qu'il y a un daily loss sur ce compte? Je sais pas, par contre. je sais plus. C'est vrai que les drawdowns statiques, c'est pas nouveau. Mais par contre, c'était souvent réservé à des tout petits comptes avec des tout petits drawdowns. Et en fait, Blue Sky, c'est peut-être. Alors, chez Blue Sky, les comptes sont pas énormes en taille, etc. Mais c'est peut-être la première firme qui a proposé du statique avec pas mal de marge, quand même. Et c'est une des raisons pour lesquelles les comptes statiques, il y a beaucoup de gens qui ont dans leur esprit, ça me convient pas, parce que c'était effectivement vraiment des comptes petits. Genre 2 micromax, 500 de drawdown, etc. Alors Arnaud? pour ACDC, ouais, t'as passé ton enval en un mois, mais alors je dis pas que c'est une bonne chose du tout, hein. Mais ici l'idée c'est plutôt comment je fais pour passer mon éval en un jour. Mais toi t'es exactement dans le de ce que tu écris ACDC, t'es clairement le genre de mec, le type de drawdown tu t'en tapes. Si tu te donnes un mois pour passer ton éval, tu vas pas charger, tu vises pas des trucs hallucinants en termes de taille de position et de mouvement. Que ton drawdown soit statique, end of day ou peu importe, ça change rien, quoi. Si vous, Pardon. si vous débutez, votre objectif, c'est de garder longtemps votre évaluation pour avoir le temps de passer des trades et des trades et des trades et vous entraîner sur votre stratégie, voir si elle est rentable ou pas. Et seulement après commencer à traiter d'autres sujets. Mais votre premier objectif, c'est de garder les vals en tradant léger pour vous faire la main et vous entraîner à passer plein de trades. Si vous débutez et que vous chargez, bah, ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez passer très très peu de trades. Par chance ou par malchance, vous allez réussir ou rater votre éval et vous n'aurez rien, vous n'aurez pas fait de pas en avant sur l'entraînement et la prise de confiance dans votre setup. Alors, je voulais juste dire que les drawdowns statiques, c'est souvent très très petit, donc c'est obligé de commencer très très léger le trading, mais c'est pas pas une mauvaise piste. Faites attention quand vous copiez entre comptes, surtout si vous avez des comptes de format varié.
avec End of Day et Drawdown parce que vous allez avoir du mal à... Si vous mettez en majeur dans votre tête les End of Day, bah, il est possible que ça vous fasse des soucis sur les Drawdown. Essayez d'avoir des comptes de même capital pour éviter de vous faire des nœuds à la cervelle entre les différents comptes. Et surtout, mettez des sécurités, c'est-à-dire que faites-vous vos limites de toute façon à la perte et éventuellement aussi en gain. Comme ça, vous traderez dans une enveloppe qui est plus petite, plus sécurisante que les limites que vous dictent les propres firmes qui sont forcément pour partie orientées vers prenez plus de risques que nécessaire. Là, et si vous faites ce que décrit Renaud, le type de drawdown, c'est le cadet de vos soucis, en fait. Prenez les balles la moins chère possible. Alors, c'est sûr que si vous êtes habitué au end of day et que votre cerveau est adapté au end of day, bah, vous allez avoir tendance à laisser faire des pullbacks, comme par exemple hier, après le plus bas dans la news, bah, c'est bien remonté jusqu'à un niveau FIBO, je ne me rappelle plus lequel. Et puis après, on a eu, comme très très souvent, pour pas dire presque toujours, un énorme pullback pour flinguer tous ceux qui pensaient que ça allait remonter tout en haut, pour finir par remonter tout en haut. Bah, TTO, l'idéal, c'est le scalping. Non, pas forcément. Si l'intraday, si tu le gères et si tu acceptes, c'est ce que j'expliquais sur Tams, qui est un gros trader intraday, ben, enfin, grosse position et tout. Mais une fois que le matelas est fait, il suffit de sizer un peu moins, d'accepter de couper un peu plus vite, peut-être d'avoir des stop-loss suiveurs qui sont un peu plus serrés en éval à cause d'un drawdown intraday sur gain non réalisé. Mais tu peux complètement faire de l'intraday sur un DD intraday, quoi. Faut juste être plus raisonnable. Parce que je rajoute en passant que le scalping, c'est probablement, enfin pour moi, c'est l'approche la plus complexe de trading. Donc c'est pas forcément à recommander à quelqu'un qui débute, quoi. Bon, bah sur ce, les amis, je vous souhaite un bon appétit. Et merci. Bon rhum à toi. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Et puis, bah, on se tient au courant pour la suite. Allez, à plus, ciao.